À vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu de la saison 2024-2025 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux tristement Sharks de San Jose. Oh my. Si vous êtes un fan des Sharks de San Jose, très honnêtement, j'ai de la peine pour vous parce que ça a été une saison qui a été pénible et elle a très mal commencé avec un résultat de 10 défaites et une défaite en prolongation pour lancer la saison. Ça a été un début quand même très laborieux là, du côté de San Jose pour ce qui est du début de saison, la saison dernière. Par la suite, ça a été compliqué toute l'année. C'est une organisation qui était désorganisée, c'est une organisation qui manquait de constance, de, de structure, d'à peu près tout finalement. Fait que c'était vraiment une longue saison qu'on a connue du côté de San Jose. Puis c'est un peu plate parce que je comprends le principe qu'on veut tank, donc on veut courir pour le premier choix overall du repêchage. Mais il y a des gars là, qui sont là à l'année, puis qui vivent ça à l'année, puis ça doit être démoralisant. My God! Alors, bref, c'est ça. On a renvoyé notre entraîneur-chef David Quinn, mais je sais pas à quel point c'est de sa faute. Je veux dire, l'équipe était bâtie pour finir d'un dernier. Là. Fait que, je veux dire, tu ne demandes pas à ton entraîneur d'être performant dans ce temps-là. Mais peut-être qu'on ne voyait pas de belles progressions sur les jeunes. Puis je pense qu'en ce moment, c'est surtout ça le mindset qu'on a du côté de San Jose, c'est développer nos jeunes. Ça, c'est un point très positif, par contre, c'est que du côté de San Jose, la banque d'espoir, elle est solide. Là. Fait que les prochaines années seront bonnes, mais les années actuelles vont être pénibles. Alors, c'est ça. Année très compliquée du côté de San Jose. Un début de saison vraiment pas vargeux. On a envoyé notre entraîneur-chef le 24 avril. On a nommé Ryan Warzowski. Donc, Ryan Warzowski, lui, ça faisait 2 ans, je pense, qu'il était assistant, c'est ça? Ouais, 2 ans en tant qu'assistant entraîneur du côté de San Jose. Sinon, il a été quand même pendant 3 saisons au niveau de la Ligue américaine, dont entre autres en 2021-22, où il a remporté la Coupe Calder avec les Wolves de Chicago. Il a de l'expérience comme entraîneur-chef. Il a fait à peu près tous les niveaux. Là. Il a passé par la ECHL aussi. Donc, c'est un gars qui est habitué de travailler avec des jeunes. Ça, c'est le point positif. Puis je pense que c'est ça qu'on recherche du côté de San Jose. C'est vraiment de faire mûrir nos jeunes. Donc, c'est lui qui va être entraîneur-chef cette année. Ça sera à voir s'il est capable de vraiment une saison complète, s'il est capable de vraiment amener des bons résultats là, pour les Sharks de San Jose. Des dires de Ferraro, le défenseur, lui, il dit qu'on pourrait être surpris des Sharks cette année. Je sais pas à quel point. Mais enfin, bref. Donc, on revient avec Mike Greer au niveau du directeur général. Maintenant, l'entraîneur-chef sera Warzowski. On a terminé 32e dans la Ligue nationale et 16e au niveau de la conférence de l'Ouest. Évidemment, on n'a pas participé aux séries éliminatoires. 19 victoires, 54 défaites, 9 défaites en prolongation pour un total très déplorable de 47 points. Une moyenne de buts marqués de 2,20 pour le 31e rang dans la Ligue nationale, très pénible. Une moyenne de buts encaissés de 3,98 pour le 32e rang dans la Ligue nationale. Un avantage numérique à 20,2% pour le 21e rang dans la Ligue nationale. C'est la meilleure position qu'on a parce qu'après ça, des avantages à 75,4, on est 28e dans la Ligue. Fait qu'il y a à peu près rien qui a marché du côté de San Jose l'année passée. Sur un point de vue individuel, il y a eu des saisons qui étaient quand même bien, on va quand même le donner. C'est pas nécessairement catastrophique pour tout le monde. Là. On peut mentionner entre autres le fait que William Eklund, William Eklund, il a connu une bonne première saison là, dans la Ligue nationale, quand même 45 points en 80 matchs. Là. On s'entend que dans la mesure du possible pour une recrue, c'est quand même bien. Dans la mesure du possible parce que c'était très 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 compliqué. Sinon, on a échangé notre joueur qui était probablement notre meilleur joueur offensif, Thomas Chertel, en mi-saison à peu près. Là. Donc, il y avait une bonne saison, 34 points, 48 matchs. C'est quand même pas si tant mauvais. Puis là, après ça, c'est là qu'on part avec les différentiels plus-moins. C'est catastrophique dans cette équipe-là. Granlund est à moins 23. Zetterlund est à moins 34. Thomas Chertel était à moins 26 avant de partir. Duclair à moins 12. Philippe Zadina qui va continuer sa carrière en Europe. Là, c'était 72 matchs, 23 points, moins 44. Terrible, terrible. Mike Hoffman était à moins 21. Ferraro était à moins 38. On l'a ici. Puis le pire, c'est que c'est un défenseur défensif. John Ruta, c'est moins 21. Luke Kunin, c'est moins 30. Puis ben, William Eklund moins 45 pour le pire différentiel plus-moins de la Ligue nationale.
très pénible l'année dernière du côté de San Jose. Alors Zetterlund aurait été le meilleur buteur avec 24 buts, ce qui est quand même pas si mauvais pour lui. Granlund, pour sa part, ça a quand même bien été, je dirais. Là, 60 points en 69 matchs pour ce qui est du vétéran. C'est lui qui a terminé au premier rang des pointeurs du côté des Sharks de San Jose. Il y a fort à parier que dans les prochaines années, ce sera plus lui qui va être le premier pointeur parce qu'il y a beaucoup de potentiel offensif dans cette équipe-là. Au niveau la défensive, ben, pas vraiment de défenseur offensif dans l'organisation. C'est plus un défenseur défensif, Ferraro. En 78 matchs, il a 21 points, moins 38 de différentiel plus-moins. Catastrophique. Catastrophique. Mais ce qui est intéressant du côté des Sharks de San Jose, c'est les espoirs. Puis là, ben, on aurait pu en mettre plus que 3, mais j'en mets juste 3. Puis évidemment, grosse transaction aussi qui a amené un autre espoir dans l'organisation. Donc, on a beaucoup alentour des. On met beaucoup d'espoir alentour des espoirs. Jeu de mots pathétique. Alright. Alors, ben, l'espoir numéro 1, c'est assurément Macklin Celebrini. Macklin Celebrini, c'est 18 ans, un joueur de centre qui a évolué au niveau du système universitaire américain de la NCAA la saison dernière. En 38 matchs, il a 32 buts, 32 passes pour 64 points. Et là, c'est là qu'on parle. Celebrini, on dit de lui que c'est un joueur qui est intelligent, un bon hockey IQ, c'est un joueur qui a une bonne lecture de jeu, c'est un joueur qui a des bonnes tactiques, c'est un joueur qui est un excellent joueur de centre, deux sens, donc two-way. C'est un gars pour qui on n'a que des compliments. C'est un joueur qui est considéré comme étant très complet, et ça malgré son jeune âge. Il est tellement complet qu'il a gagné le trophée Hobey Baker, remis au meilleur joueur du circuit universitaire américain dans la NCAA. Fait que c'est un joueur qui a énormément de qualité pour être un joueur même de franchise dans la LNH selon ce que rapportent les différents dépisteurs. Fait que Malcolm Celebrini devrait théoriquement jouer à San Jose cette année. C'est un gars qui a excellé à tous les niveaux qu'il a joué. Fait que là, c'est sûr qu'il va avoir une période d'adaptation au niveau de la LNH, mais du côté de San Jose, on va y donner beaucoup de temps. Ce qui reste, c'est essayer de mieux l'entourer. Puis on a fait une acquisition intéressante, on va en parler tantôt. C'est de mieux l'entourer pour qu'il se développe bien parce que oui, il est un excellent joueur two-way au niveau universitaire, mais au niveau de la LNH, c'est plus rapide. Fait que il va falloir qu'il y ait un petit peu d'aide à différents niveaux là, pour vraiment performer et bien se développer au niveau de la LNH. Ensuite de ça, le deuxième espoir, c'est Will Smith. Encore là, un excellent espoir qu'on a du côté des Sharks. C'est un jeune homme de 19 ans, joueur de centre, qui mesure quand même là, 6 pieds 181 livres. D'ailleurs, Celebrini, c'est 6 pieds 190 livres. Will Smith a évolué au niveau de la NCAA la saison dernière. 41 matchs, 25 buts, 46 passes pour 71 points. Alors, il a été le meilleur pointeur au niveau du circuit universitaire américain la saison dernière avec 71 points. C'est un joueur qu'on dit qu'il a une excellente vision, une bonne technique aussi, bonne tactique, excusez-moi, donc bonne lecture tactique et de très bonnes mains pour manier la rondelle. C'est un joueur à caractère offensif. C'est un gars qui peut faire excessivement mal et qui peut avoir une carrière très lucrative dans la LNH parce qu'il a le talent pour le faire. Maintenant, lui aussi il devrait théoriquement jouer à San Jose cette année. Et ça c'est deux très très gros espoirs qu'on a du côté des Sharks. Maintenant, du côté de Sam Dickinson, qu'on a choisi là, cette année là, au repêchage, 18 ans pour sa part, lui c'est un défenseur de 6 pieds 3, 203 livres, donc pas tout petit. Il a évolué au niveau de la Ligue de l'Ontario. En 68 matchs, il a 18 buts, 52 points. 52 passes pour 70 points, donc un peu plus que 1 point par match pour Sam Dickinson. On dit de lui qu'il est un excellent two-way defenseman, donc un défenseur à deux sens. C'est un gars qui est très rapide et avec un tir lourd. Donc, on a beaucoup d'espoir et entre autres, on a fait une acquisition qui est une acquisition des plus intéressantes. C'est le très convoité Yaroslav Askarov. Askarov qui n'a pas eu sa chance du côté de Nashville et qui là devrait l'avoir. Dans le cas d'Askarov, il est âgé seulement de 22 ans. Il est un espoir aussi. On va en parler quand on va parler du line-up parce que je suis audacieux de le mettre premier gardien. Audacieux. Je ne sais pas à quel point, là, mais en tout cas, moi je me considère audacieux de le mettre premier gardien. Donc on va en parler un peu plus en détail. Ça reste que c'est un espoir quand même. Maintenant, il y a un abonné qui m'avait demandé de mentionner c'était quoi l'espace qu'on avait sur le cap salarial des différentes organisations lors de mes aperçus. Alors là, je tiens à mettre quand même un petit point là, par rapport à ça, c'est que c'est toujours un cap qui est un cap
projeté parce qu'on ne sait pas exactement ça va être quoi la formation que l'organisation va avoir au début de la saison. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment savoir c'est quoi l'espace qu'on a sur notre masse. Pendant les camps d'entraînement, les masses salariales sont augmentées, donc les équipes peuvent dépasser ce qui est normalement le cap maximal. Ça, c'est pour les camps d'entraînement, donc c'est parce qu'on va attirer beaucoup de joueurs, puis on veut voir beaucoup de joueurs, fait qu'on a la latitude de pouvoir jouer avec ça. Fait que ça, c'est vraiment selon une projection d'un alignement en prévision du début de la saison selon le site Puckpedia. Fait qu'il y a beaucoup d'astérix à mettre là-dessus. Tant que la saison n'est pas commencée, c'est très difficile de dire ça va être quoi le cap projeté. Mais sinon, on a un jeu à peu près de 10 millions là, du côté, 10,5 millions quasiment, là, 10 millions 420 000 du côté des Sharks de San Jose. Fait qu'on a de la place en masse sur la masse salariale, ça c'est sûr. Mais c'est ça, il y a des choses qui peuvent changer quand même. Au moment d'enregistrer cette vidéo-là, les camps d'entraînement viennent de commencer. Là, j'ai vu qu'il y avait eu des essais avec les trios, puis c'est un méchant melting pot, là, cette équipe-là. Il y a plein de joueurs qui sont soit des espoirs qu'on ajoute ou des gars qu'on a signés ou qu'on a transigé, whatever, donc qui sont nouveaux dans l'organisation. Fait que l'alignement, il est un peu selon ce que tu veux. T'sais, sois créatif et fais-en ce que tu veux. Fait que c'est à peu près ça que j'ai fait au niveau de mon alignement. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes différentes plateformes, que ce soit sur YouTube, TikTok, mais aussi sur Instagram, toujours au nom d'HockeyFan514. Vous pouvez me trouver sous le hashtag HF514 et je vous invite à aller faire un petit tour sur le site alacoupe.ca puisqu'il y a une série d'articles 32 en 32. C'est les étés des différentes organisations de la LNH par notre chroniqueur Andy Saucier qui sont disponibles actuellement sur le site alacoupe.ca. Maintenant, on va y aller avec mon alignement. Donc, comme j'ai dit, oui, les camps d'entraînement ont tranquillement commencé. Là, fait qu'au moment de tourner, il y a des essais qui ont été faits. Mais il y a tellement de nouveaux joueurs, il y a tellement de choses à rajouter que je pense qu'on peut jouer un peu comme on veut avec cet alignement-là. Fait que moi, j'y étais avec ma logique de toujours essayer de mélanger des jeunes avec des gars qui ont plus d'expérience puis qui sont responsables dans leur jeu parce qu'on a des jeunes qui risquent de faire des erreurs défensives plus souvent qu'à leur tour parce que, déjà peut-être parce qu'ils sont très portés vers l'attaque ou sinon tout simplement parce que le jeu est plus rapide au niveau de la LNH qui va l'être, exemple, au niveau de la NCAA ou au niveau de la Ligue américaine. Donc, sommairement, c'est l'alignement que moi je propose pour les Sharks de San Jose. Alors, on va y aller maintenant avec ma première ligne. Au niveau de ma première ligne, j'ai décidé d'y aller avec Zetterlund. Dans le cas de Zetterlund, c'est 24 buts la saison dernière. C'est lui qui a eu le plus de buts, mais c'est pas nécessairement la plus grande production offensive qu'on a eue du côté de San Jose la saison dernière. C'est 44 points en 82 matchs pour Zetterlund que je fais jouer ici avec le jeune Malcolm Celebrini. Alors, Malcolm Celebrini, idéalement, moi je préfère qu'il soit entouré de gars d'expérience, mais on n'a pas énormément de joueurs d'expérience. Dans le cas de Zetterlund, on est mi-vingtaine, 24 ans, donc c'est pas un joueur qui est encore très expérimenté, mais qui a quand même de l'expérience professionnelle, et que je fais jouer avec le nouveau venu, Tyler Toffoli. Tyler Toffoli, lui, qui est un joueur d'expérience dans la LNH. Dans le cas de Malcolm Celebrini, j'ai dit tantôt, champion au niveau du Hobey Baker, le meilleur joueur au niveau du circuit NCAA la saison dernière. 64 points en 38 matchs la saison dernière. C'est un joueur qui est un joueur complet avec une très bonne vision, donc il peut avoir un impact autant au niveau offensif que défensif et en zone neutre. Que je fais jouer avec Tyler Toffoli. Tyler Toffoli, qui est un gars quand même responsable. C'est un bon tireur. C'est un gars qui a un très bon tir. Mais c'est un gars qui est responsable, qu'on peut utiliser en désavantage numérique, entre autres. Alors, 55 points en 79 matchs la saison dernière pour ce qui est de Tyler Toffoli. Il a évolué au niveau du New Jersey et de Winnipeg. Au niveau de ma deuxième ligne cette fois-ci, j'y vais avec William Eklund. Dans son cas à lui, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est quand même une bonne première saison dans la mesure du possible pour ce qui est du jeune joueur de 21 ans. 45 points en 80 matchs la saison dernière du côté de San Jose. Que je fais jouer avec le jeune Will Smith, 19 ans pour sa part. Lui, au niveau de la NCAA, meilleur pointeur au niveau de tout le circuit universitaire américain. 71 points en 41 matchs pour Will Smith. Un joueur très offensif qui va pouvoir faire produire ses ailiers. Dans le cas de Celebrini Smith, c'est probablement ça qui va être nos centres pour les années à venir, là, position 1 et 2. Ça dépend, là, des fois il y a des équipes qui préfèrent avoir le centre plus offensif sur le 1, puis des fois c'est le plus responsable. Je sais pas, là, ça va être quoi la logique qu'on va développer, mais c'est probablement ça, nos deux centres du top 6 pour les prochaines années. Fait qu'aussi bien les mettre au centre direct en partant, puis on verra bien ce que ça donnera. Mais advenant que ça marche pas, Will Smith au niveau du centre, puis qu'on veut lui donner plus de latitude pour sa production offensive, je l'ai mis avec Granlund. Dans le cas de Granlund, 60 points, 69 matchs la saison dernière. C'est lui qui a été le meilleur pointeur du côté des Sharks. C'est un gars qui est responsable et qui a de l'expérience dans le cas de Granlund, 32 ans.
Fait que lui, il peut jouer au centre, puis Will Smith, à ce moment-là, pourrait aller à l'aile, pour exemple, sa première saison, pour y donner plus de latitude, puis pouvoir produire un peu plus offensivement. Fait que ça, c'est ma logique que j'avais pour mon deuxième trio. Ces deux gars-là peuvent changer de position. Je trouve ça intéressant. Au niveau de la troisième ligne, ben là, j'y ai été avec Costin. Dans son cas, à lui, c'est 14 points en 52 matchs la saison dernière, donc pas nécessairement un joueur très productif. Que je fais jouer avec Wanberg, qu'on a signé, lui, qui nous arrive, en fait, qui a commencé la saison l'année passée du côté du Kraken. Et par la suite, il l'a terminé du côté des Rangers, 30 points, 79 matchs. C'est un joueur de centre qui a de l'expérience à 29 ans. C'est un gars qu'on pourrait voir éventuellement dans notre top 6 si advienne que pour une raison XY ça ne marche pas. Parce que des fois, les centres, quand ils sont très jeunes, on va préférer les faire commencer à l'aile. Et si c'est le cas, ben à ce moment-là, on a un Wenberg qui pourrait jouer au centre, on a un Granlund qui peut jouer au centre. Fait que pas de panique, là, c'est interchangeable. Ensuite de ça, en termes d'ailier droit du troisième trio, c'est Kunin, 18 points en 77 matchs la saison dernière. Au niveau de ma quatrième ligne, on a fait l'acquisition de Barclay Goodrow qui évoluait depuis des années du côté des Rangers de New York, 12 points en 80 matchs. On se cache pas les choses, c'est un joueur de profondeur, c'est pas un joueur qui est un joueur d'impact. Que je vais jouer avec Nico Sturm, 13 points en 63 matchs du côté de San Jose la saison dernière. C'est ça, 13 points? Oui, c'est ça, 13 points. Donc, encore là, un gars de profondeur. Et Dellandrea, lui, c'est 9 points, 42 matchs la saison dernière du côté de Dallas. En termes de scratch, j'y étais avec le jeune joueur québécois Thomas Bordelot. Bordelot, lui, a 22 ans, puis il a joué l'année passée 27 matchs dans la Ligue nationale, 11 points. C'est un joueur à caractère offensif qui a très bien fait au niveau de la Ligue américaine pour ce qui est de Bordelot. Et on a acquis Grundstrom. Grundstrom, lui, 26 ans, 12 points en 50 matchs la saison dernière. Bon, maintenant au niveau des défenseurs. Au niveau des défenseurs, je crois qu'on a été chercher Cody Ceci vraiment pour jouer avec Ferraro. Mais je ne sais pas à quel point je considère que c'est une bonne première paire. Bref, Ferraro qui est notre premier défenseur du côté gauche, 21 points, 78 matchs la saison dernière. Comme je dis, c'est un défenseur plus défensif. Fait que c'est assez surprenant qu'il soit le meilleur pointeur au niveau des défenseurs, mais on n'avait pas vraiment de défenseur offensif du côté des Sharks. On va en avoir un ici, là, mais pour l'instant, on n'en avait pas vraiment. Que je fais jouer avec Cody Ceci, 25 points, 79 matchs, un peu la même chose. C'est un défenseur qui est plus défensif, mais qui est capable d'avoir une petite production offensive. En termes de deuxième pairing, j'y viens avec Wallman. Wallman, lui, si je ne sais pas erreur, il était du côté de Détroit la saison dernière. Je ne suis pas sûr à 100% où ce qu'il jouait au Allemand, mais il me semble que c'était Détroit. 21 points, 63 matchs la saison dernière, que je fais jouer avec Ruta, lui qui était du côté de San Jose, 19 points, 69 matchs. En termes de troisième pairing, j'y vais avec Trun, 11 points en 51 matchs du côté de San Jose. Et le bon vieux Marc-Édouard Vlasic, 12 points, 57 matchs du côté de San Jose l'année passée, 37 ans pour ce qui est de Marc-Édouard Vlasic. Et on a aussi un vétéran, le Matt Benning, 30 ans, lui c'est 14 matchs la saison dernière, 2 points. Donc, c'est ça, on peut jouer avec les pairings sans trop de problèmes. Là. Moi, j'ai proposé ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de top 4 actuellement dans l'équipe des Sharks de San Jose. C'est mon point de vue. Là. Au niveau des gardiens de but, là, on a fait la grosse acquisition et c'est Yaroslav Askarov. Askarov, un gardien qui a dominé au niveau de la Ligue américaine, un gardien qui a bien fait quand il a passé au niveau de la Ligue nationale, même s'il n'y a pas eu des gros moments, dans le sens des longs moments dans la Ligue nationale. C'est un gars qui a quand même bien fait au niveau de la Ligue nationale. Et là, il y avait un conflit avec l'organisation des Prédateurs de Nashville. Il voulait plus jouer dans la Ligue américaine. Il veut avoir sa chance dans la LNH. C'est un des gardiens qui est considéré comme étant les top prospects au niveau de la position de gardien de but dans la Ligue nationale. Alors, c'est une très grosse acquisition qu'on a fait du côté de San Jose. C'est une belle acquisition qu'on a fait. Fait que dans le cas d'Askarov, je ne sais pas à quel point il va être partant. L'année passée, on avait quand même Mackenzie Blackwood là, qui a pas si mal fait dans les circonstances. En 44 matchs, 3,45 de moyenne, 879. Mais je répète que c'est une des pires défensives, une des pires attaques de la ligue. Le désavantage numérique était catastrophique. Fait que tu sais, c'était pas facile pour les gardiens de but, puis je veux pas le blâmer pour ça. Fait que ça se pourrait que Blackwood soit vraiment le partant, mais que Askarov, j'ai tellement hâte de le voir, fait que je l'ai mis partant. Yaroslav Askarov, un jeune gardien de but de 22 ans qui a dominé dans toutes les ligues qui a été. La saison dernière du côté de Nashville, c'est 2 matchs avec une moyenne de but accordée de 1,46 et 943 d'efficacité. Ça va pas être ça du côté de San Jose, soyez-en sûrs. Au niveau maintenant de Milwaukee, dans la Ligue américaine, 44 matchs, 2,39 de moyenne et 911 d'efficacité pour ce qui est de Yaroslav Askarov. Donc, c'est un gars qui a bien fait à tous les niveaux et qui a fait aussi des push-ups avec un filet. Ils ont fait une figurine avec ça, c'est pas peu dire.
Quand tu es rendu que tu fais des figures. Anyways. Donc, Mackenzie Blackwood, lui, la saison dernière du côté de San Jose, 44 matchs, 3,45, 879. Et puis finalement, comme troisième gardien, j'y vais avec Vanecek. Lui, c'est 32 matchs la saison dernière du côté de San Jose. 3,18 de moyenne et 890 d'efficacité. C'est ça. C'est correct. C'est correct, c'est en plus pour Blackwood puis Vanecek. J'espère vraiment que Askarov va avoir une vraie chance. Là. Pas genre 10, 15 matchs cette année. Là. J'espère qu'il va avoir une vraie chance. Dans un monde idéal, pour moi, ça serait un tandem. Avec celui qui va être le meilleur entre Blackwood et Vanecek. Voilà. Alors, pour ce qui est des Sharks de San Jose, ben, selon les dires de Ferraro, il semblerait qu'on pourrait être surpris de cette organisation-là. Un paquet de nouveaux joueurs à intégrer là-dedans. Tu as beaucoup de travail individuel à faire avec un paquet de gars. Parce qu'il y a plein d'espoir. Donc, pour moi, c'est une organisation qui ne performera pas encore cette année. Puis je serais vraiment pas surpris qu'on finisse encore une fois dernier dans la ligue. Donc, pour moi, les Sharks de San Jose, c'est la cave de la LNH encore une fois cette année. Mais d'après toi, est-ce que tu penses qu'on a réussi vraiment à s'améliorer? Est-ce qu'on a des éléments qui sont convaincants pour qu'on finisse peut-être pas dans les trois derniers, mais plus haut, un petit peu plus haut, tu sais? Eh ben, écoute, fais-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on s'abonne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus pour la saison 2024-25 qui s'en viennent. Sur ce, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cet aperçu. On se revoit très bientôt.